Bonsoir, nous sommes le jeudi 30 avril. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Fil Éco, votre magazine d'information qui revient sur l'actualité économique locale. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Dans l'actualité de cette semaine, le budget de la communauté d'agglomération a été voté ce lundi au programme des économies liées à la baisse des dotations aux communes. Nous y reviendrons. Du nouveau dans l'affaire Promopol, une forme de conciliation aurait été trouvée entre la Pépinière et la ville de Trappes pour les bâtiments Thorez-Merisier. Enfin, dans l'entreprise de la semaine, des spécialistes dans la prise de vue aérienne, caméras, hélicoptères, avec son matériel de pointe, ACS France couvre Roland-Garros, où travaille avec Ridley Scott. Nous vous la présenterons. Et notre entretien cette semaine sera consacré au réseau d'accompagnement pour les entrepreneurs. Quelles aides, quelles solutions apporte-t-il de la création à la pérennisation de l'entreprise? Pour répondre à ces questions avec moi en plateau, Michel Zella. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de BGE Yvelines, réseau national d'appui aux entrepreneurs. Vous répondrez à nos questions et nous reviendrons sur ce sujet. Mais avant cela, passons en revue l'actualité économique de la semaine. Et le budget de l'agglomération a été adopté lundi dernier, un budget contraint en raison de la baisse des dotations budgétaires. 5 millions d'euros étaient à trouver. Conséquences, économie et mutualisation sont à l'ordre du jour. Catherine Zulato. Un budget volontariste et courageux, c'est ainsi que l'a présenté Armelle Aubrier ce lundi soir en conseil communautaire. Malgré 5 millions d'euros d'économies à faire pour l'agglomération, pas question d'augmenter la pression fiscale, de réduire les investissements à hauteur de 48 millions d'euros ou encore de supprimer l'accompagnement aux communes de 38 millions d'euros via le pacte financier. Par contre, la majorité a souhaité se recentrer sur ses compétences prioritaires et revoir certains postes, comme les frais de personnel en baisse de 350 000 euros, les aides aux associations. On a aussi fait des efforts énormes dans nos frais de fonctionnement, notamment la masse salariale. On essaie d'être vigilant là-dessus et chaque poste vraiment est étudié avec beaucoup de précautions. On a aussi diminué aussi certaines opérations sportives, culturelles. Il faut que tout le monde soit aujourd'hui traité de la même façon. Le suivi de la vie associative dépend déjà d'une ville, d'une collectivité, d'une commune. Et là, bien, l'agglo, pour faire plaisir à tout le monde, avait abondé aussi, sans critères bien évidents. Donc là, nous, aujourd'hui, on veut revoir tout ça et on veut que chacun s'assume. L'accent est mis aussi sur la mutualisation de certains services en ligne de mire, la maison de la poésie ou encore la maison de l'environnement. Il faut faire autant avec moins. Nous avons fait réaliser des audits et ces audits aussi nous ont prouvé que ce que nous pensions était la bonne solution à appliquer dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, c'est pas de s'interroger si on continue ou non à faire de la poésie à Saint-Quentin. La poésie a toute sa place, sauf qu'une maison de la poésie, ça fait peut-être beaucoup. Donc aujourd'hui, on préfère mutualiser à travers le réseau des médiathèques que nous avons sur notre territoire. Pareil, la même chose pour la maison de l'environnement. Il faut revenir aujourd'hui à des choses plus justes. Une baisse de 400 000 euros pour le soutien aux équipements culturels. Tous sont concernés, de la ferme du Mousseau d'Elancourt à la Meurice de Trappes. Financer des équipements communaux sur le budget de l'agglo dans le cadre de la politique culturelle, ce n'est pas du ressort de la communauté d'agglomération. Donc là, on revient sur ces participations. Le budget de l'agglomération a été voté à la majorité. L'opposition s'est longuement exprimée contre la baisse des aides aux salles de spectacle. Les élus de la minorité ont également regretté le mode de fonctionnement et de ne pas avoir été concertés dans les choix qui ont été pris. L'opposition a voté contre la section de fonctionnement et s'est abstenue pour la section d'investissement. Et je vous le disais en titre, il y a du nouveau dans le dossier Promopol. Vous le savez, la pépinière d'entreprise connaît actuellement des difficultés financières, mais un protocole d'accord vient d'être trouvé entre la communauté d'agglomération, actionnaire majoritaire de Promopol, et la ville de Trappes pour les bâtiments dits Thorez-Merisier, bâtiments qui avaient fait l'objet d'une convention en 2007. La délégation de service public sera résiliée à compter du 1er juillet prochain. La ville de Trappes reprend l'ensemble des biens des sites des Merisier et de Maurice Thorez. Pour la suite, d'ici 3 semaines, le tribunal de commerce devrait rendre son avis sur la situation économique de la pépinière.
18,4 millions d'euros, c'est ce qu'avaient dépensé les Français l'année dernière pour l'achat de muguet. Cette année, les petites clochettes blanches sont bien au rendez-vous. Les professionnels de la filière ne manquent pas l'occasion de sortir les brins et les pots. Il faut faire vite, car les ventes ne se font que sur 2 jours. Exemple dans ce magasin de Montigny-le-Bretonneux, Catherine Zulato et Mathilde Caberne. Paul est un habitué, fidèle client de la boutique depuis plus de 20 ans avec son épouse. Le 1er mai, tradition du muguet oblige, il est venu faire le plein. Coût de la facture, 54,50 €. C'est une fois par an, c'est normal. Vous faites un peu attention au prix ou c'est la composition? Bah, la composition, puis le prix quand même, parce que avec la crise. Ce mercredi matin, chez cette fleuriste, cela ne désemplit pas. Ici, 80% des étals sont consacrés à la fée Clochette. Entre le muguet en pot à replanter dans son jardin ou les brins coupés, il y en a pour tous les prix. À partir d'1 € le brin jusqu'à près de 50 € pour une composition. Alors j'ai 20,90, j'ai 10. Dans ce carton, les fameux brins arrivés directement ce matin de Rungis. Son producteur est nantais, le muguet en pot est lui cultivé sous serre et provient des Yvelines. L'enjeu est de taille pour la professionnelle, il faut faire vite et bien. Les ventes vont s'échelonner entre ce mercredi et dimanche. Nous commandons notre muguet à peu près 3 semaines, un mois avant le 1er mai. Nous récupérons, moi je suis allée ce matin au Halles chercher mon muguet parce que nous n'avons pas de chambre froide, donc on travaille qu'en muguet très frais. Et on ne sait pas une semaine avant comment sera le muguet en fonction du temps. Donc cette année, beaucoup de chance, on a du très beau muguet. Il n'était pas beau, mais on a du beau muguet. C'est un produit pour nous qui est certainement le produit le plus difficile à gérer par rapport aux autres fêtes, parce que là on est vraiment tributaire du temps. Ici, la vente du muguet permet de réaliser 15% du chiffre d'affaires de l'année. C'est toutefois moins que pour la Saint-Valentin ou la fête des mères. Au cours du marché, ce mercredi, la botte de 50 brins de muguet s'achetait entre 10 et 20 € selon la qualité et le lieu de production. L'an passé, en France, en raison d'une qualité moyenne, 2,3 millions de pots ont été vendus alors que les achats de brins étaient en recul de 19%. Et si vous voulez choisir un beau brin de muguet, voici le conseil de la fleuriste. Il faut prendre un muguet qui commence à s'ouvrir et le mettre bien à l'eau et bien sûr au frais, mais cette année il n'y aura pas de problème. Et voilà, vous avez tous les conseils, donc n'oubliez pas d'acheter votre muguet demain. Un mot de transport, elles sont arrivées, les premières Autolib sont dès à présent disponibles dans les Yvelines. La première station se trouve au Chesnay. 5 voitures sont installées, elles sont disponibles 24 heures sur 24. La station va être officiellement inaugurée le 13 juin. L'abonnement annuel coûte 120 €, la demi-heure revient à 5,50 € pour les utilisateurs et sans engagement, le tarif passe à 9 €. Le coût d'installation de chacune des stations est estimé à 50 000 €. L'investissement devrait être amorti d'ici 15 ans. 5 autres stations de 6 places devraient être installées dans la ville. Je vous propose maintenant de passer à notre entretien de la semaine. Et nous sommes en plateau avec Michel Zella, qui, je le rappelle, est le directeur de BGE Yvelines. Alors tout d'abord, un chiffre. En février 2015, la création d'entreprises dans les Yvelines était en augmentation de 3,6% par rapport à l'année dernière. Alors Michel Zella, vous accompagnez les créateurs d'entreprises avec BGE Yvelines. Quelles sont un petit peu les démarches que l'on doit faire pour se faire aider ? Alors, déjà, il faut vouloir se faire aider. La plupart des personnes qui veulent créer une entreprise le font seules en France. Il y en a de l'ordre de 10 à 20% qui cherchent un accompagnement. Et c'est vrai que l'intérêt de se faire accompagner est assez évident lorsqu'on regarde les chiffres. S'il y a un chiffre à retenir dans ce domaine-là, c'est les taux de pérennité des entreprises créées. Les taux augmentent de 15 à 20% de probabilité de pérennité, de survie de l'entreprise à terme, si on se fait accompagner par un organisme. Est-ce que vous savez pourquoi les gens peut-être hésitent ou les entrepreneurs ne vont pas directement vers un réseau d'accompagnement ? C'est un manque de communication ? Oui, en effet, c'est surtout parce qu'ils ne savent pas ce qui existe. Il existe quand même beaucoup de solutions pour se faire aider. Alors, pas pour tous les publics en fait. C'est vrai que les publics qui peuvent d'abord obtenir une aide, c'est d'abord les publics les plus éloignés de l'emploi. C'est la logique de soutien des fonds publics, puisque ces interventions sont gratuites pour ces personnes-là. Et dans ce cas-là, en effet, c'est à condition d'être dans une optique de créer une activité
Alors, en l'occurrence, peut-être, faute de trouver un emploi. Bon, c'est pas les seuls publics. C'est d'ailleurs le principe de NACRE 2009, voilà. c'est Alors, ça? c'est tout à fait le principe du dispositif de l'État, le dispositif institutionnel NACRE, qui s'adresse aux demandeurs d'emploi. Mais ce n'est pas, je dirais, la condition absolue pour se faire aider. Notre organisme, BCE-Yvelines, s'adresse également aux salariés. Après, ça va dépendre du contexte. Donc, pour se faire aider, il faut s'adresser à l'organisme et on étudie le statut de la personne, sa situation, et on voit les possibilités de prise en charge. Quelles sont les demandes récurrentes des entrepreneurs quand ils viennent vous voir? Sur quoi vraiment demandent-ils conseil? Alors, nous, on organise des réunions d'information gratuites tous les 15 jours. Donc, dans ce cadre, on accueille un public qui est vraiment en première question sur leur projet de création d'entreprise. Les premières questions qui viennent, c'est les questions d'aspect juridique. Sur les aspects juridiques, c'est souvent ce qui est dans les premières interrogations. Alors, le rôle des consultants qui animent ces réunions, c'est d'abord de leur dire que ces questions-là, elles sont importantes, mais elles ne sont pas prioritaires. On est tout à fait en capacité de répondre. On va donner des premiers éléments sur les aspects juridiques, les incidences fiscales, sociales, etc. de l'option pour tel ou tel statut. Mais le plus important, c'est d'abord de réfléchir à son projet, au contexte dans lequel on se lance, donc l'adéquation entre ce que l'on envisage de faire et nos compétences, par exemple, et puis bien sûr l'étude du marché, l'étude financière du projet, etc. Et Christophe Eva vient de nous rejoindre en plateau et nous avons un petit retard, mais tout est pardonné, il n'y a pas de problème. Alors justement sur les réseaux d'entreprises, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aussi à la tête de Convergence Yvelines qui est un club associatif pour les entreprises. Tout à fait. En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre témoignage, nous dire qu'est-ce qui est difficile au début, quels sont les points importants sur lesquels il faut s'attacher? Bah écoutez, effectivement, quand on démarre un projet, en fait, la difficulté, c'est de trouver effectivement des réseaux d'accompagnement. Donc pour ma part, quand j'ai créé mon entreprise à Realty il y a presque 7 ans, en fait, le premier réflexe, c'était d'aller à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, où effectivement on m'a apporté un certain nombre de moyens, de dispositifs, et notamment l'accès à des réseaux qui effectivement m'ont permis de prendre un certain nombre de contacts. Et puis dans un deuxième temps, effectivement, de m'orienter plutôt sur un réseau local qui me permettait effectivement d'avoir accès à des acteurs locaux comme la maison de l'entreprise ou d'autres dispositifs qui existent toujours aujourd'hui sur le bassin. Michel Zella, ce que vous proposez notamment aux entrepreneurs qui arrivent d'intégrer une couveuse, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, nous sommes partenaires de la maison d'entreprise sur 50 ans en Yvelines. Nous, on a une présence départementale. Et sur ce territoire, on a des permanences hebdomadaires. Donc on accueille les créateurs d'entreprises. Et en effet, on propose un dispositif un petit peu particulier dans le domaine de la création d'entreprise. C'est une couveuse d'entreprise. En fait, c'est le principe d'un incubateur de projet avec la spécificité qu'il s'adresse à des personnes qui sont au stade d'avoir monté le projet, on va dire, théoriquement, donc d'avoir une vision des projections financières, de la viabilité du projet, mais il manque, on va dire, des éléments pour passer à l'acte, c'est-à-dire franchir le pas, immatriculer l'entreprise. Dans ce cas, à partir du moment où on immatricule l'entreprise, la seule chose et la première chose que l'on sait, c'est qu'on va avoir des charges, on déclenche un processus. L'incertitude, elle est au niveau, bien sûr, de la réalisation du chiffre d'affaires et peut-être aussi de ses capacités à faire face à ces nouvelles fonctions de chef d'entreprise. Donc nous, en fait, notre métier, on peut le résumer en termes de formation au métier de chef d'entreprise. Et les personnes à qui on propose notre dispositif couveuse, on va dire c'est les personnes qui n'ont pas suffisamment d'éléments pour avoir une étude de marché concluante, donc une forte incertitude sur leur capacité à réaliser le chiffre d'affaires qui permettra d'équilibrer leur projet financièrement, et aussi peut-être de voir si elles sont en capacité de devenir chef d'entreprise. Donc en quelques mots, c'est un dispositif qui propose un accompagnement sur une durée de 4 à 12 mois, qui propose à la fois un dispositif complet de formation individuelle et collective, plus de 120 heures d'accompagnement, et une fonction portage qui permet de tester son projet sous un statut particulier, de tester le projet, c'est-à-dire de réaliser un chiffre d'affaires
sans encore être immatriculé. C'est un statut particulier, le cadre je vois réagir. Pardon, c'est le début qui est dur ou c'est un peu l'après? Écoutez, je pense qu'il y a deux grandes phases dans la vie d'une entreprise. Il y a la phase de création, donc le moment où effectivement on lance, je dirais, le référencement. Et une deuxième phase importante, c'est au-delà des 3 ans, qui sont effectivement la phase de croissance, où effectivement on a des recherches différentes du démarrage. Au démarrage, on cherche surtout du support, parce qu'on sait très bien que l'entrepreneur est souvent très seul. D'où l'intérêt aussi de pouvoir adhérer à une association telle que Convergence et Yvelines, puisque nous, on a à l'intérieur de Convergence un certain nombre de pôles qui sont pilotés par les adhérents, avec un pôle management, un pôle lobbying, un pôle technologique également, de telle manière à effectivement soutenir l'entrepreneur sur un certain nombre de points, que ce soit l'aspect juridique, l'aspect comptabilité, mais même l'aspect aller chercher du business, parce que l'entrepreneur, quand même, son premier objectif, c'est de trouver des clients, c'est son sujet principal. Et on propose donc à travers nos pôles également des supports d'experts comptables, d'avocats, qui sont des adhérents de Convergence Yvelines. Qui vont aider justement. Et qui vont aider ou au moins donner des conseils, profiter du réseau des adhérents pour justement créer cette relation, pour pouvoir trouver les informations nécessaires. Merci, ce sera justement le mot de la fin. Je rappelle juste que BG Yvelines organise un concours, donc c'est concours Talent de la création d'entreprise. Vous pouvez vous renseigner sur leur site internet afin d'en savoir plus et peut-être, je crois qu'il reste encore quelques jours pour s'inscrire et y participer. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on continue l'émission avec le chiffre de la semaine. Pôle emploi enregistre une hausse de 0,5% du chômage au mois de mars dans le département par rapport au mois de février. 87 880 chômeurs sont recensés dans le département dans les catégories A, B et C. En un an, les Yvelines enregistrent une hausse de 5,9%, des chiffres dans la moyenne française. En Ile-de-France, l'augmentation mensuelle est de 0,4% entre février et mars et de 6% sur les 12 derniers mois. Et on passe tout de suite à la partie magazine. Vous ne connaissez peut-être pas cette société, notre société de la semaine. Pourtant, vous avez déjà dû certainement voir son travail. ACS France est installée à Buc. Cette société possède des caméras ultra perfectionnées. Elle filme en hélicoptère, sur des rails ou en voiture poursuite pour le cinéma, la télévision ou encore de grands événements sportifs. Romain Respigny pour le montage. Derrière ces grosses productions à l'américaine se cache une petite TPE yvelinoise. ACS France est située à Buc et elle fait de plus en plus parler d'elle. Créée en 1997, elle affiche une certaine expérience dans les prises de vue aériennes pour le cinéma, la publicité ou la télévision. Elle participe ainsi aux événements phares de l'industrie du cinéma français, comme en février dernier, lors du micro-salon organisé par la FEMIS à Paris. C'est un salon qui est le salon majeur de l'année en France pour le cinéma. On a vraiment des techniciens du cinéma qui viennent nous voir. On participe au sein de ce salon en tant qu'associé de l'association et on présente des nouveautés. L'engagement de chaque prestataire qui vient ici, c'est d'arriver avec des choses nouvelles. Luc Poulain dirige ACS France depuis 2003. Pilote d'hélicoptère, il intervient sur le terrain ou plutôt dans le ciel pour les prises de vue aériennes. Les activités d'ACS nécessitent l'acquisition de matériel ultra performant comme la Shotover, un support de caméra à tête giratoire stabilisée américain et fabriqué en Nouvelle-Zélande. C'est des investissements lourds, c'est des machines qui démarrent entre 400 et 600 000 $. Voilà, donc c'est difficile à rentabiliser parce qu'il y a toujours des nouveaux modèles. Voilà, on a fait des choix ces dernières années de représenter une marque qui est leader aujourd'hui sur le marché. On vient de finir un très gros film de la Warner Bros. Avec le réalisateur de Harry Potter. On a travaillé toute la fin d'année sur ce projet et puis on démarre un film avec Ridley Scott. Toujours pareil, avec ce matériel-là. Donc on évolue sur plusieurs marchés. Avec le développement de l'image et les avancées technologiques comme les drones, la société yvelinoise est sur un marché porteur. ACS France est sollicitée par le cinéma, mais également pour les événements sportifs comme Roland-Garros ou des matchs de rugby, des rencontres qui nécessitent des moyens de tournage plus importants. En tout, la société comptabilise plus de 3000 clients.
Quand on est dans la période du sport, on fait tous les meetings d'athlétisme, donc c'est vraiment la grosse période de l'été. Et puis après, on rentre plutôt sur la saison des films. Après, il y a des publicités. Enfin voilà, il y a un roulement, heureusement aussi. 10 salariés travaillent à temps complet dans la société. Elle peut facilement tripler, voire quadrupler ses effectifs de manière ponctuelle. Jusqu'à 6 projets peuvent être suivis en même temps, ce qui demande beaucoup d'organisation. En amont, il y a toute la préparation du tournage et toute cette responsabilité. On voit bien, en plus nous on est sur des produits quand même à risque, que ce soit le Russian Arm qui est un bar à bras gyrostabilisé, du cable cam où vous avez des personnes qui sont en dessous, de l'hélicoptère. C'est vrai que ça demande quand même pas mal de préparation, pas mal de rigueur. Les techniciens d'ACS France sont envoyés sur les différents lieux de tournage afin d'assurer la logistique, les prises de vue et le bon fonctionnement du matériel. C'est le cas de Valentin. Il est depuis 2 ans dans la société et est en charge spécifiquement des têtes gyrostabilisées. Je suis allé voir hier un film justement où j'ai revu mon nom au générique, j'étais content. Je suis allé voir Good Kill, qui est un film d'Andrew Nicole, pour lequel je suis parti au Maroc avec un autre technicien avec qui on a fait des images. C'est le caméraman dans l'hélicoptère. Et moi j'étais technicien sur un autre système qui est plus ancien et on l'a mis sur une grue de 70 mètres de haut. Donc ça se passait dans le désert près de Ouarzazate au Maroc. Et on faisait toutes les images du point de vue des drones militaires des États-Unis. Des collaborations prestigieuses qui ont valu à ACS France d'être nommé au César Technique 2015, équivalent de la fameuse statuette pour les entreprises françaises de prestations techniques. Avec un bénéfice de 150 000 € pour un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros, la société est en très nette progression. Elle espère encore prendre de la hauteur d'ici les années à venir. Et le métier de la semaine est peu commun et on ferait rêver plus d'un. Nous sommes allés au zoo de Thoiry à la rencontre de Christophe Grossior, un des curateurs du zoo. Il est en charge des espèces de la collection du zoo. Il gère les départs, les arrivées, mais aussi le bien-être des animaux. Regardez ce reportage réalisé avec Mélanie Poquet, Romain Respigny pour le montage. Les girafes, les lions ou les éléphants, voici quelques-unes des stars du zoo de Thoiry. Derrière toute cette ménagerie, il y a Christophe Grossior. Il est l'un des curateurs du zoo. C'est un peu le manager des animaux. Dans nos fonctions, on a aussi le fait d'assurer que les animaux sont en bonne santé, ont des comportements normaux, naturels, n'ont pas de problèmes liés à l'aménagement de leur enclos. C'est nous qui avons un peu la responsabilité de comment ils vivent. Au volant de sa voiture zébrée, il vérifie aussi souvent que possible les enclos et recoins du parc pour le bien-être de ses pensionnaires. Il n'y a pas de journée type parce que vous arrivez le matin, vous avez prévu de faire telle tâche et puis il y a un soigneur qui a découvert un truc, une naissance, un décès, la journée part sur autre chose. Il n'y a pas de formation évidemment pour ça. Évidemment, si on a fait une formation en biologie, c'est quand même mieux. Dans d'autres parcs, certains sont vétérinaires. Voilà, il y a un peu tous les parcours, tous les profils pour arriver à cette fonction-là. Arrivé à Thoiry comme soigneur, il a peu à peu évolué vers le poste de curateur. Maladie, décès ou naissance, il gère spécifiquement et parfois au cas par cas la population des animaux du parc. C'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que les naissances se passent bien pour les petits et pour les mères, et se passent au bon moment. Alors pour certaines antilopes, c'est vrai qu'on peut arriver à gérer le moment de la naissance et à faire en sorte que le moment coïncide avec la bonne saison où il y a beaucoup de nourriture, où les femelles sont en forme, où tout se passe bien, la météo est clémente. Et on sait que les petits seront costauds aussi pour l'hiver prochain. Si on a un hiver un peu dur, s'il fait froid, les petits pourront aller dehors. Ils auront déjà quelques mois et iront normalement mieux que s'ils étaient nés en plein hiver. Encadrer les naissances, mais aussi la traçabilité des animaux qui, comme les humains, ont tous un passeport lorsqu'ils voient le jour en captivité. Certains animaux peuvent passer dans plusieurs parcs au cours de leur vie. Et donc il faut qu'on puisse savoir d'où il vient et où il est. Et effectivement, le moyen, donc nous, par exemple pour les ours, c'est de leur mettre un petit transpondeur électronique, une petite puce électronique, qui est enregistrée dans une base de données mondiale et qui est accessible donc à tous les membres des parcs zoologiques. On le fait nous pour toutes les espèces parce qu'on veut un suivi de tous les animaux, mais c'est effectivement important pour avoir un suivi génétique pour les espèces les plus menacées. C'est important pour que la personne qui gère le programme, quand elle est gérée par un programme, puisse suivre tous les individus, toute leur vie et en fait l'objectif, le maintien d'une diversité génétique dans l'espèce en captivité.
Des données essentielles pour les échanges d'animaux entre zoos, ils sont nombreux et nécessaires pour la reproduction et la préservation des espèces. Dernièrement, le zoo a accueilli 2 rhinocéros hollandais, Vince et Bruno. Christophe était en charge de leur venue. D'abord, il y a eu la négociation d'en obtenir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rhinocéros en captivité, il n'y a pas beaucoup d'animaux disponibles. Notre travail, nous, c'est d'organiser évidemment le transport, donc trouver un transporteur qui puisse transporter ce genre d'animaux, qui sont arrivés ensemble dans le même voyage, et puis d'organiser toutes les démarches administratives, etc. Entre zoos, pas d'achat ni de vente d'animaux. La plupart des échanges se font sous forme de dons ou de prêts. Le parc qui accueille l'animal prend en charge le transport. C'est une des grandes responsabilités de Christophe qui demande beaucoup de travail administratif. Forcément, il y a des incontournables à faire. Voilà, le bison qui part, donc il faut préparer, faire attention de ne pas en oublier. On prépare en ce moment d'autres transports, donc faut obtenir les documents, il faut discuter avec les transporteurs, avec les autres parcs. Donc il y a pas mal de transports qui sont en préparation, en prévision. Et Christophe a fort à faire. Demain, un des bisons mâles part dans un zoo portugais. Un départ bien vite comblé par de nouvelles arrivées, celles de tous les futurs nouveau-nés du mois de mai. Et c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco. Bonne soirée.